M. Tenenbaum. Le rapport publié par l'IFRI présente une évaluation globale, quantitative et qualitative dans tous les secteurs des rapports de force à moyen terme, regroupés selon 4 lignes de force: l'économie et l'énergie, la dimension stratégique et militaire, la résilience politique et sociale et le positionnement international et les systèmes d'alliance. Il présente donc un intérêt tout particulier dans le contexte que nous connaissons. Je vous laisse le soin de le présenter, donc synthétiquement, avec vos mots, et puis après nous laisserons la parole à nos collègues qui vous questionneront. Merci. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. C'est toujours un honneur pour les chercheurs de l'IFRI d'intervenir devant la représentation nationale lorsqu'elle nous sollicite au titre de notre mission d'utilité publique, d'intérêt général, d'éclairer le débat et la décision publique sur les questions internationales et stratégiques, en particulier dans cette période, vous l'avez rappelé Monsieur le Président, de tensions internationales et de bouleversements qui nous oblige. Je vous remercie donc de cette invitation à présenter ce projet et ce rapport dont l'idée originale est née au tout début du mois de mars 2025, à un moment où les Européens semblaient comme pris d'une forme de tétanie après la séquence de la conférence de la sécurité de Munich en février 2025, où le vice-président J.D. Vance s'était exprimé à la tribune pour faire part de ses doutes sur le partage de valeurs et d'intérêts entre les États-Unis et les Européens, et puis de la rencontre dans le bureau ovale entre le président Trump et le président Zelensky. Moment également où l'Amérique, qui s'était jusqu'à présent positionnée et finalement depuis la Seconde Guerre mondiale comme la clé de voûte de la défense du continent européen, semblait prendre une autre voie, ou en tout cas acter une forme de réarticulation. Au sommet de Londres, qui s'était réuni peu de temps après, en urgence, le Premier ministre, dans ce qui allait devenir la coalition des volontaires, le Premier ministre polonais, Donald Tusk, demandait à la presse pourquoi 500 millions d'Européens devaient demander à 300 millions d'Américains de les protéger contre 140 millions de Russes. Cette perspective, prise sous l'angle de la stricte démographie, qui est évidemment un facteur, mais un seul facteur parmi de nombreux autres des rapports de puissance, nous a interpellés, mais nous semblait intéressant pour remettre finalement en perspective justement certains rapports de force que l'on percevait en Europe peut-être à tort comme forcément défavorables en l'absence d'une aide américaine, alors qu'un regard froid et analytique pouvait montrer certes des vulnérabilités, certes des points d'attention, mais aussi une force européenne qui parfois s'ignore, et des points de vulnérabilité et de faiblesse de la Russie qu'elle a jusqu'à présent relativement bien réussi à masquer à travers son entreprise. Vous rappelez, Monsieur le Président, les menées en termes de guerre hybride, de guerre de l'information, et j'en passe, sur la capacité de la Russie à projeter une image de puissance. Donc pour se lancer dans ce projet qui était sous la direction de Thomas Gomard, le directeur de l'IFRI, nous avons proposé à la fois une méthode et une équipe spécifique. La méthode est celle dite du Net Assessment, qui a été développée par les analystes durant la guerre froide, qui vise à aller au-delà des seules données brutes, quantitatives, pour analyser également différents facteurs et prendre en compte les facteurs immatériels, ce que j'appellerais les indénombrables, l'entraînement des forces sur le plan militaire, mais aussi le moral et les intérêts stratégiques, d'autres formes de résilience, de force et de faiblesse. L'objectif de la méthode de Net Assessment, qui vient au départ de l'analyse stratégique, mais qu'on a cherché effectivement à étendre au niveau de l'analyse multidimensionnelle, vous l'évoquiez sur les 4 parties du rapport,
économique, militaire, politique, sociétale et diplomatique, visait notamment cette méthode de net assessment à dégager finalement des orientations et des recommandations qui n'étaient pas simplement une forme de nivellement en disant parce que à l'époque l'URSS avait tant de chars, l'OTAN devait avoir tant de chars. En fait, il y a des effets dits de compensation qui peuvent se faire à l'intérieur d'une dimension, la dimension militaire, on le sait bien, entre les domaines de lutte aérien, terrestre ou naval par exemple, mais aussi entre les dimensions que la force économique ou diplomatique peut parfois offrir, pas toujours et dans certaines circonstances, des formes de compensation de certaines vulnérabilités qui peuvent exister dans d'autres dimensions. L'équipe, merci de montrer effectivement cette slide, correspondait aussi à une volonté de la part de l'IFRI de mener une réflexion non pas strictement en tant qu'institut français des relations internationales, mais aussi en animateur d'un réseau de partenaires et d'homologues européens. Et je remercie ici la dizaine de think tanks ou de nos homologues européens qui se sont pliés, et je dois le dire de très bonne grâce et d'emblée au soutien de ce projet, qui ont été tout de suite intéressés à l'idée qu'un institut français puisse emmener une réflexion européenne sur cette question des rapports de force. Et donc nous avons des instituts lettons, finlandais, suédois, polonais, slovaques, italiens, estoniens, britanniques et européens plus largement, et allemands évidemment, qui se sont associés à ce travail, aussi bien en avance de phase, en instigateur avec un sondage qui leur a été fait parvenir, qui est venu informer notre travail de recherche et de rédacteurs, avec une équipe de rédacteurs qui est restée IFRI pour des raisons de simplicité, et ensuite un travail de relecture, de commentaires, qui, je dois le dire, a été substantiel et nous a amené à amender notre rapport, et ce rapport final qui arrive serait bien différent, je pense, que si on n'avait pas eu ces soutiens. Alors très rapidement, je vais passer en revue les 4 grands thèmes. Donc on peut faire effectivement sur les fronts de l'économie, c'est Marc-Antoine Masga qui est directeur du centre énergie-climat de l'IFRI. Ce qui ressort de prime abord, c'est que si la Russie, encore une fois, était capable de projeter une image d'une certaine résilience, peut-être avancer un petit peu sur les slides, montrer. Alors on va avancer sur sur les réserves. Voilà, il y a différentes infographies dans le rapport que vous trouverez évidemment en ligne. La résilience, une certaine résilience de l'économie russe grâce au contournement des sanctions, grâce à un appui chinois très clairement identifié et mis en avant, mais qui s'est fait au prix pour la Russie malgré tout d'une inflation croissante, d'un effondrement des réserves de change. On les voit ici, ça s'est accéléré puisque vous avez les données consolidées 2024, mais sur 2025, l'effondrement des réserves en or, des réserves de liquidité, des réserves de change en devises étrangères s'est considérablement effondré. Le trésor de guerre, d'une certaine manière, que s'était constitué la Russie avant de démarrer est aujourd'hui en train de s'assécher. Les dépenses militaires en 2024 ont dépassé les revenus des hydrocarbures, de la vente d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole. Et les investissements directs à l'étranger se sont effondrés, et les dépenses de R&D, de recherche et développement de la Russie se sont effondrées. Donc d'une certaine manière, la Russie semble solide sur ses bases, mais en fait ne cesse de se fragiliser et sacrifie
et sacrifie à l'effort de guerre tous les investissements dans l'avenir. L'Europe, de son côté, malgré sa faible croissance, que vous connaissez bien ici, et les problèmes structurels, y compris de cohérence de son marché, a absorbé l'essentiel du choc énergétique causé par la réorientation et la diversification des approvisionnements, et reste aujourd'hui attractive en termes d'investissement, avec un bon niveau de recherche et développement. Sur les questions de défense, je n'étant pas économique, n'étant pas économiste, je ne m'étends pas davantage dessus, mais évidemment, je me tiens à votre disposition pour toute question. Sur les questions de défense et de sécurité, je pense que ce qui est tout d'abord important de prendre en compte, c'est que la Russie cherche à redéfinir l'ordre de sécurité en Europe. Elle ne cache pas ses objectifs, elle en a fait part dans ses documents, dans ses communications, dans les mémorandums qu'elle a communiqués aux États-Unis et à l'OTAN en décembre 2021, avant son agression à grande échelle contre l'Ukraine, et à bien des égards, la teneur des discussions avec les représentants américains depuis 2025 confirme cette volonté de revenir non pas seulement sur la question ukrainienne, mais sur l'ensemble du règlement de l'après-guerre froide et des décisions et des émancipations souveraines qui ont eu lieu à cet égard. Sur le plan donc, notamment des relations de sécurité, la Russie cherche donc à rétablir une forme de contrôle politico-sécuritaire sur son ancien espace impérial, en neutralisant et divisant autant que possible l'Europe de l'Ouest. Le facteur nucléaire est évidemment abordé, il est fondamental dans la perception d'une asymétrie russe que la Russie perçoit comme favorable à Moscou. Pour autant, aujourd'hui, il y a des effets et des capacités de nivellement, y compris du fait, et notamment du fait de la dimension européenne de la dissuasion nucléaire française, même si celle-ci ne saurait suffire aujourd'hui à équilibrer et à résister, en l'absence des États-Unis, à la menace d'une forme de coercition nucléaire au-delà du périmètre des intérêts vitaux de la France, tels que le président de la République peut les définir. En termes strictement militaires et conventionnels, le point... alors, revenez juste sur la slide précédente. La dimension, les capacités terrestres ont souvent été mises en avant par la presse dans sa lecture du rapport. Effectivement, nous concluons à un volume et une puissance de feu qui sont du côté de la Russie. Sur le plan strictement quantitatif, y compris en capacité de mobilisation de cette puissance. Alors évidemment, si vous regardez du côté de certaines données, par exemple l'artillerie tractée ou automotrice que vous voyez ici, mais 60% de cette artillerie tractée est en fait composée de stocks grecs ou roumains vieillissants, dont la mobilisation sur les actions de défense collective n'est pas certain. Au-delà de ça, l'Europe, certes, dispose d'un certain avantage en termes de performance du commandement, de qualité d'encadrement et d'entraînement de ses forces terrestres, mais il faut constater que l'Europe, globalement, est à la peine sur cette capacité clé de la dimension terrestre. En revanche, slide suivante s'il vous plaît. Dans le domaine de la puissance aérospatiale, vous avez une donne qui est clairement à l'avantage de l'Europe, aussi bien quantitatif que qualitatif, à condition, et c'est une condition importante, d'être capable de mener deux missions. D'abord, la neutralisation des défenses aériennes ennemies. Vous voyez un avantage russe dans le domaine des systèmes de missiles anti-aériens ou de défense sol-air. Et donc, les missions de neutralisation de défense aérienne ennemie ont été pendant trop longtemps finalement délaissées par les forces aériennes européennes et donc sont la condition nécessaire pour l'acquisition de la supériorité aérienne. Et ensuite, de revaloriser les stocks de munitions air-sol parce que c'est la condition de pouvoir exploiter cette supériorité aérienne. Il ne suffit pas de la conquérir, il faut ensuite pouvoir l'exploiter. Mais il y a... de notre point de vue, un avantage clair européen dans ce champ de la puissance aérospatiale.
peut-être pour les slides suivantes, mais voilà. Alors ça, c'est justement les enjeux en termes de défense aérienne, des dépendances stratégiques européennes. Je pense sur le plan maritime, spatial et cyber, il y a un avantage en puissance à l'Europe, à condition de pouvoir l'exploiter. Rapidement, pour basculer sur le front politique et sociétal, là aussi, à l'instar du champ économique, je dirais que la Russie donne une impression de force et de stabilité qui cache une certaine fragilité, avec une grande faiblesse des institutions et une fragilité liée à l'hypercentralisation du système Poutine, dit des siloviki, des systèmes de force, là où l'Europe parfois projette une image de fragilité et de fragmentation qui est bien réelle, et malheureusement on le voit régulièrement sur la scène nationale comme européenne, mais c'est le prix à payer de la démocratie, mais derrière avec une relative stabilité et une solidité. Je pense par exemple à cet exemple sur l'évolution du soutien des Européens à l'Ukraine entre 2022 et 2025. Alors ce sont des chiffres agrégés, évidemment, vous avez des divergences importantes selon que vous vous placez à Tallinn, à Helsinki ou à Madrid et Rome, mais dans l'ensemble, au-delà de ces divergences géographiques, vous avez en fait une relative stabilité de cette question, qui est une question importante pour la sécurité de l'Europe, mais qui n'est pas la seule. On avance peut-être sur les... Vous avez une description du système Poutine qui finalement repose sur peu de personnes. Vous avez une évolution donc, de ces par pays avec du soutien à l'Ukraine, mais vous voyez que finalement on reste sur des taux relativement élevés, même si vous regardez l'Italie ou même la Hongrie, qui pourrait paraître comme le contre-exemple absolu, finalement l'évolution n'est pas si frappante. Alors on peut continuer à avancer. Bon, vous avez les forces démographiques que j'ai évoquées en entrée, et on va passer ensuite sur le quatrième et dernier point, qui est celui des alliances et des partenariats. Là aussi, et peut-être c'est celui qui ressort comme le défi le plus difficile pour les Européens, puisque la Russie a su capitaliser sur finalement un certain nombre de narratifs, de récits qui ont cours et qui dominent dans ce qu'on appelle à tort ou à raison le sud global, en dépit des réalités économiques et d'aide au développement dans lesquelles l'Europe est bien davantage impliquée dans le partenariat économique, politique, diplomatique avec ces pays que ne l'est la Russie, mais en jouant sur les questions de sécurité d'une part et sur les questions informationnelles de l'autre, la Russie a aujourd'hui réussi de fait à fragiliser une position européenne qui paye le prix d'une certaine histoire, aussi peut-être d'un manque d'agilité sur le champ informationnel, en dépit encore une fois du manque de réalité parfois, et on le voit bien aujourd'hui par exemple au Sahel, ce que vaut la réalité de l'alliance et du partenariat offert par la Russie. Je termine, puisque le temps qui m'était imparti arrive à son terme, pour conclure. La conclusion essentielle de l'étude est la suivante, et je vais peser mes mots, puisque chaque mot compte. À notre sens, les Européens, collectivement, ont les moyens économiques, le savoir-faire militaire, les compétences technologiques et industrielles pour faire face à la menace russe, à la condition essentielle de faire preuve de la volonté politique et de la cohésion européenne qui est nécessaire. Je pense que c'est cette formule que nous avons pesée et que nous avons validée auprès de nos partenaires européens est à méditer dans cette période de doute, de tension,
et dans lesquelles, vous l'avez rappelé en introduction, Monsieur le Président, l'Europe prend le risque de voir son destin et sa sécurité être définis par d'autres. Je vous remercie.